bienvenue et merci d'être là pour cette deuxième journée du Festival de l'Histoire de l'Art et cette deuxième carte blanche à l'école du Louvre, si j'ai bien compris de la journée. Aujourd'hui, nous accueillons pour une table ronde autour du livre de Lynn McGregor 4 étudiants de Sciences Po et de l'école du Louvre, accompagnés de Ludovic Rafali, qui est, je ne vais pas me tromper dans l'intitulé, responsable du secteur handicap, de la médiation étudiante et des associations étudiantes à l'école du Louvre. Et donc, il est accompagné aujourd'hui de Cora Hopkins, qui est en master en politique publique à Sciences Po, Thomas Martel et Emma Nordberg, qui sont étudiants en master 2 à l'école du Louvre, en master 2 muséologie, et enfin Mia Stern, qui est étudiante à Sciences Po aussi. Je ne vais pas monopoliser plus la parole, je leur laisse tout de suite la parole pour commencer cette table ronde autour de l'ouvrage de Lynn McGregor, qui était titulaire de la chaire du Louvre en 2021, que les étudiants ont pu rencontrer, ont pu échanger avec lui, et nous proposer donc des pistes sur les futurs des musées à partir des réflexions de Lynn McGregor. Je laisse la parole tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc, sur cette table ronde qui va évoquer cette vaste question que vous avez sous les yeux, nouveau monde, nouveaux musées au pluriel. J'insiste là-dessus parce que ça a été l'objet d'un débat entre nous. Donc les présentations ont été faites. Pour vous dresser brièvement le projet et la genèse de cette table ronde qu'on va vous proposer aujourd'hui, comme ça a été dit, c'est Lynn McGregor qui était invitée du Musée du Louvre au début d'année scolaire, donc en novembre-décembre 2021, pour présenter ses pistes de réflexion sur cet ouvrage qu'il a rédigé durant le confinement. Il nous a dit que c'était vraiment un ouvrage de confiné, une réflexion vraiment assez profonde sur cette expérience qu'il a eue en tant que grand directeur de musée, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne. Et il présentait au cours d'un cycle de 5 conférences, donc cette chaire du Louvre, ces 5 grandes thématiques que les étudiants vont vous présenter tout à l'heure. Ces 5 grandes thématiques sur vraiment ce monde qui a changé, ce constat que ce monde a changé en ce début du XXIe siècle. Et donc, ces musées qui sont un peu les héritiers de ce XIXe siècle, surtout en France, comment arrivent-ils à suivre et comment se transforment-ils vis-à-vis de ces nouveaux enjeux, de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est à l'invitation de la direction de la médiation présidée par Dominique de Fonreux au Musée du Louvre qu'une dizaine d'étudiants et de Sciences Po et 10 étudiants de l'école du Louvre ont été invités à assister aux conférences et à échanger pendant 1 heure avec Lynn McGregor, avec des échanges et même des réflexions parfois assez vifs dans le sujet, pour confronter finalement ces deux visions entre un très grand professionnel, une référence dans les directeurs de musées à l'échelle mondiale, et des futurs professionnels des musées, de la culture, du patrimoine, des affaires publiques, en fait de différentes visions qui se sont confrontées, qui vont se rejoindre, on l'espère, en tout cas dans leur futur avenir professionnel dans quelques mois. Donc voilà l'idée. Cette rencontre a eu lieu donc à Sciences Po et on a débattu pendant 1 heure, une rencontre qui a été captée et que vous pouvez visualiser sur les réseaux sociaux, notamment de l'école du Louvre sur le YouTube. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est non pas de faire une redite du livre de Lynn McGregor que vous pouvez trouver à la lecture, mais vous présenter brièvement les grandes thématiques et d'ouvrir le débat, justement, de voir un peu plus loin et voir cette vision justement de ces futurs professionnels qui vous sera proposée et qui pourra ouvrir justement au débat et au questionnement ici avec la salle. Donc je vous laisse la parole. Merci Ludovic. Donc rapidement, on va juste revoir les différents points qui ont été abordés dans le livre par Lynn McGregor. Donc le livre il est intitulé « Un monde nouveau, nouveaux musées, les musées, les monuments et la communauté réinventée ». Il a été publié afin d'accompagner les conférences dont Ludovic a mentionné. Et avec ce livre, donc, il nous propose plusieurs pistes de réflexion sur la place et le rôle des musées, mais aussi des statues et des monuments dans la manière de raconter l'histoire et au regard de l'évolution de la communauté, de la société européenne contemporaine. Il rappelle que les musées doivent faire face de plus en plus à de controverses. Ils sont incités à prendre part au débat. Ils parlent notamment des questions de provenance, de méthodes d'acquisition, de restitution, des perspectives adoptées par les musées. Et d'une certaine manière, ils voient ces questions et considèrent ces questions comme la conséquence d'un changement radical dans la manière de raconter l'histoire. Et donc il y a 5 parties dans le livre, donc 5 grands chapitres qui ont été repris lors des conférences.
Dans le premier chapitre, il nous présente justement ces différents phénomènes qui nous obligent aujourd'hui à repenser les musées existants, à mettre en perspective leur discours, leur mission, et parfois même à créer de nouvelles institutions muséales. Puis il dédie la deuxième partie au Humboldt Forum, qui est un nouveau musée qui a ouvert à Berlin en 2020, dont il a été fondateur, directeur, et dont le projet a suscité de vives débats, notamment sur les contradictions qui ont suivi l'épanouissement de la société occidentale. Et il rappelle l'importance de prendre conscience de ces contradictions pour pouvoir tendre vers un avancement culturel, pouvoir plutôt rappeler une histoire plurielle. Puis dans la troisième partie, qui s'intitule Quand la foi entre musée, religion et identité, il traite du rapport problématique entre culte et culture, là où la foi est redevenue une composante primordiale de l'identité nationale ou communautaire dans certains pays. Il parle notamment de l'Inde, de la Russie et de la Turquie. Puis dans la quatrième partie, il questionne la relation controversée entre mémoire et histoire, de musées et monuments qui glorifient le fascisme et l'exploitation coloniale et qui aujourd'hui ne correspondent plus aux idéaux contemporains. Donc il parle notamment de la vague d'iconoclastes dont on a été témoin en 2020. Il parle de comment est-ce que certains musées ont été réinventés, notamment l'ancien musée de Pierre Zéron qui est aujourd'hui le musée royal d'Afrique centrale. Enfin, il pose la question de quels objets et quelles images pour les communautés en devenir et présente comment certains pays ont essayé de présenter et adopter des récits transformateurs pour faire face au changement et se réinventer. Donc il nous a été permis de lire ce livre en amont du projet, avant même la tenue des conférences sur cette publication. Et l'idée c'était de pouvoir se préparer au mieux afin d'échanger avec Neil MacGregor. Donc voilà, à présent on souhaiterait plutôt prendre le temps de parler de cet échange et des différentes pistes de réflexion qui nous ont semblé les plus évidentes. Vous voyez des sujets chauds, brûlants hein, sur l'actualité des musées et sur leur rôle, hein, effectivement. La preuve, on va être très nombreux là, dans cette salle, donc ça va être passionnant. Et donc je vais laisser la parole à Thomas qui va nous dire un peu les questions fondamentales qui sont soulevées et pour nous permettre ensuite d'aller un peu plus loin sur nos réflexions que nous avons eues lors de nos différentes réunions. Donc, un des premiers points qu'on a voulu aborder avec les élèves auprès de Neil MacGregor, c'est revenir en fait sur toute cette notion du rôle et de la définition du musée actuellement. Et donc déjà, on lui a posé son avis sur la nouvelle définition qui avait été proposée par l'ICOM. Donc, ce qu'il en pensait. Donc, lui, il est favorable parce qu'il pense donc, que le musée doit avoir un rôle actif maintenant dans la société, être un acteur et ne plus se cantonner à un rôle didactique et de recherche. Mais il comprend aussi donc, l'opposition qu'il peut avoir vis-à-vis de cette définition, puisque justement, entre la communauté plutôt francophone et la communauté anglo-saxonne, sur cette notion en fait, de communauté qui n'est pas du tout la même, ce qui nous a permis d'aborder un autre point qui est la notion d'universalisme. Et pour lui, il est clair en fait, qu'il y a deux versions du terme universalisme dans le musée. Il y a la version plutôt française qui vise plutôt à regrouper au sein d'un même ensemble, et la version anglo-saxonne qui est plutôt la reconnaissance d'une multitude de communautés. Et donc c'est cette notion différente d'universalisme qui pour lui provoque justement donc, ces tensions autour de la définition, la nouvelle définition proposée par l'ICOM. Donc ça nous a permis aussi d'aborder le rôle des musées, et justement est-ce que le musée, en devenant plus acteur, un acteur plus politique, plus engagé auprès de la société, est-ce que c'est réellement son rôle? Et donc Neil MacGregor nous a répondu que pour lui, oui. Pas autant qu'un organisme complètement politique, mais le musée a maintenant un rôle politique à jouer pour lui dans la société. Enfin, on lui a posé une autre question, c'était sur, dans le livre qu'il a écrit justement, Neil MacGregor parle beaucoup de grands musées internationaux, le Humboldt Forum, etc., le British Museum, et on lui a demandé donc, si les solutions qu'il proposait pour ces grands musées à vocation internationale pouvaient s'appliquer à des musées beaucoup plus à vocation locale, territoriale, et est-ce que ça marchait? Et donc, il nous a rappelé que la mission primaire des musées, outre qu'ils pouvaient avoir un rôle économique, etc., c'était avant tout un rôle pédagogique, didactique, et que justement ces petits musées, en étant ancrés beaucoup plus localement, menaient souvent cette mission d'autant plus importante, et que justement, il répondait, les solutions que lui proposait étaient d'autant plus valables pour les musées de cette taille-là.
Et donc on a fini finalement sur le demander est-ce qu'aujourd'hui le modèle actuel des musées est en train de dépérir, va disparaître. Pour lui, non, le musée va survivre, mais il va devoir changer, évoluer avec des nouvelles technologies comme le numérique, etc. Donc ça, c'était les grandes lignes, disons, hein, de ces débats-là. Et une des premières choses qui nous est un peu apparue, c'est que dans ce livre-là, il parle, en tant que directeur de grandes institutions, hein, ce qui est tout à fait normal, il parle beaucoup du musée, de son rôle, de manière parfois très théorique et très intéressante et très riche. Et on a fini par conclure en disant, et le public dans tout ça? Finalement, le public, c'est peut-être un des grands absents, je pense, de ces débats et de ce livre. C'est peut-être Mia qui va nous en parler. Oui, c'est ça. Donc on s'est dit, en lisant ce livre, qu'il y avait beaucoup d'idées évidemment très intéressantes, et on se demandait, le public, qui est quand même primordial dans l'expérience du musée, comment est-ce qu'il reçoit toutes ces nouvelles formes du musée aujourd'hui. Et donc on a commencé déjà par lui demander pour lui quelle était la différence entre public et visiteur, parce que dans son livre il aborde beaucoup de nuances linguistiques, et puis même qu'on a pu voir ici avec l'universalisme, ce que ça veut dire en France, ou plutôt dans le monde anglo-saxon. Pour lui, le public, c'est vraiment c'est tout le monde finalement, c'est le monde entier, c'est le potentiel des personnes qu'on peut capter, qui deviendront même des visiteurs, des personnes dans le lieu physique du musée. Et là aussi, on s'est demandé, parce que Neil MacGregor parle beaucoup dans son livre de nouveaux types de musées qui émergent et qui racontent l'histoire d'une communauté en particulier. Par exemple, à Washington DC, le musée du American Indian qui a ouvert, ou alors le musée de la femme, et on s'est demandé qui sont les visiteurs dans ces musées, parce que l'idée c'est quand même de capter donc, le public et d'avoir le plus de personnes possible qui entendent ces nouvelles histoires. Et est-ce que ça ne serait pas plutôt des visiteurs très ciblés, très particuliers qui sont là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ces musées paraissent secondaires finalement par rapport aux musées qui existent déjà, qu'on connaît déjà et qui ont eu le temps d'instaurer leur autorité et leur légitimité? Ça c'est la première question qu'on s'est posée. On s'est demandé aussi quel était le rôle de la médiation dans tout ça, et est-ce que la médiation était un moyen d'action finalement dans le musée? Et donc là, Neil MacGregor a parlé aussi de la numérisation, il a parlé de nouvelles technologies. C'est intéressant, il parlait par exemple des podcasts qui existent au British Museum, et comment ces nouvelles technologies permettent de diversifier les voix qu'on apporte au musée et de faire participer le public à la co-construction des expositions. Et il a dit par exemple, c'est très intéressant, qu'il faut se rappeler que les collections dans les musées appartiennent au public et pas aux conservateurs, et que le rôle du conservateur en fait aujourd'hui serait peut-être plus d'ouvrir un petit peu le débat et de permettre à des nouvelles voix d'émerger sur la scène du musée. Et puis finalement on s'est posé aussi la question des autres fonctions du musée, parce que la plupart des visiteurs finalement vont au musée pour voir des belles choses, et ils ne viennent pas forcément pour avoir un débat social ni politique, mais encore une fois, il nous a rappelé que c'est des choses qui ne s'opposent pas, et d'ailleurs dans les musées, il faut penser non seulement à la médiation et ce qu'on va dire dessus, mais aussi comment présenter les objets, à côté de quels autres objets ils sont, et quel type d'artistes sont représents, quels sont les sujets représentés, et que c'est quelque chose qui ne contradit pas finalement l'appréciation esthétique l'expérience esthétique qu'on peut rechercher dans un musée. Très bien, merci. Alors, autre sujet qu'on voulait aborder, c'était la question de l'interculturalité, qui est assez présente, et on va voir que va émerger finalement en fil rouge de nos réflexions cette confrontation finalement assez naturelle entre la vision très anglo-saxonne des communautés qui sont très présentes justement dans sa réflexion, et la vision plutôt française du musée, de cette notion d'universalisme aussi, de multiculturalisme, où on va voir vraiment tendre vers un vrai souci d'égalité. Et là, c'est Cora qui va nous évoquer tout ça. Voilà, donc en fait, notre dernière partie dans nos échanges, c'était de l'interroger sur ce sujet interculturel, parce que de fait, en venant au Louvre et en écrivant ce livre qui a été publié en français, il établit un dialogue interculturel entre ces différentes conceptions du musée. Et on a vu que ce débat, finalement, ne se faisait pas sans heurts, parce qu'on a tous pu témoigner de
réactions assez vives dans la salle lors des conférences qu'il a données. Au Louvre, notamment lorsqu'il a évoqué le musée de l'histoire des femmes, la potentialité de sa création aux États-Unis, ça a un peu choqué. Et même de manière générale, sa conception de voix polyphonique et de la place de nos communautés rentre un peu en contradiction avec ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de concevoir en France, où, comme Thomas l'a rappelé, on a une conception assez différente de l'universalisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas voulu vraiment proposer de solutions spécifiques à la France, il ne s'est pas vraiment prononcé sur la question, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des questions, pour le coup, universelles qui secouent un peu les musées en ce moment, sur la manière de faire entendre de nouvelles voix et justement se confronter au sein des institutions à l'interculturalité. Et donc de faire émerger les voix de différentes communautés, dans le sens plus positif du terme de communauté, qui ont pu être écartées ou ignorées pendant longtemps. Et je trouve que ça soulève beaucoup de questions sur la manière dont on écoute, on prend en compte, la manière dont on intègre, enfin, on donne une vision plus juste et, comme lui dit, moins partielle et partiale de l'histoire. Et donc de ces échanges, qui est un des enjeux centraux dont on a beaucoup parlé, c'était la question de l'objet. Parce que dans ce livre, il parle beaucoup de bâtiments ou de sculptures de l'espace public de manière générale, mais au fond, en plein de débats, l'objet cristallise beaucoup les controverses. Donc on a parlé par exemple, ce qui a mis plus de controverses, c'est la question des restitutions. Et on a un peu élargi la question des restitutions pour parler d'autres manières peut-être de concevoir la chose, puisque la restitution implique il y a des enjeux légaux et des enjeux politiques très forts. Mais lui s'est exprimé notamment sur le fait qu'il aurait voulu que la question se pose peut-être davantage. Il y a d'autres solutions plus souples, par exemple des prêts de long terme, des prêts roulants d'objets, qui permettraient une plus grande circulation des objets. Bien évidemment, pour certains pays, la question de la propriété demeure centrale. Et nous, on avait aussi proposé l'idée d'objets ambassadeurs, qui a été une conception, je crois, développée par les peuples kanaks, de considérer les objets qui appartiennent à certains peuples et qui sont dans les musées occidentaux comme des objets ambassadeurs qui permettent, au lieu de les voir comme des objets volés, entre guillemets, mais des objets qui permettent à d'autres peuples de comprendre et d'apprendre des choses sur leur culture. Donc il y avait cette question-là, la circulation des objets. Et puis on a un peu terminé le décor ici sur une réflexion intéressante sur justement cette circulation des objets qu'on pense souvent dans un sens, mais qui va dans l'autre sens aussi, de la circulation des objets occidentaux dans le monde partout. Et il évoque dans son livre notamment la manière dont d'autres pays peuvent construire eux aussi des collections encyclopédiques qui permettent à leurs visiteurs locaux d'avoir une vision globale et universelle de l'histoire de l'art. Par exemple, il parlait de l'Inde, après il y a le Louvre de Delhi, donc considérer aussi nos collections dans nos pays occidentaux comme intéressant pour circuler dans d'autres pays pour que d'autres pays puissent avoir ces collections encyclopédiques. Merci. Donc là, on vous a présenté brièvement ces grandes lignes des débats, des conférences, et on va aller un peu plus loin maintenant en partageant la vision de ces futurs professionnels sur ces différents thèmes. Et puis on ouvrira à quelques questions et au débat avec la salle. C'est ce qui sera intéressant aussi, c'est de voir un peu ces différents points de vue qui peuvent se confronter. Et donc je vais relaisser la parole à Thomas qui va revenir justement sur cette question, la définition du musée, de son rôle. Il a évoqué brièvement avec cette définition de l'ICOM qui a fait grand débat, où finalement l'enjeu de la définition actuelle et de la nouvelle proposée, c'est un décentrement total finalement entre est-ce qu'un musée est plutôt centré sur l'objet ou sur les personnes et les communautés en quelque sorte, et c'est ce que va nous proposer comme réflexion Thomas. Je vous laisse la parole. Donc, en fait, j'ai eu la chance de partir en Erasmus ce second semestre à Édimbourg en Écosse, et donc je suis parti avec toutes ces questions justement sur la différence entre les musées français et anglo-saxons.
Et il y a plusieurs caractéristiques qui m'ont beaucoup marqué. C'est déjà dans ces musées, c'est donc en Grande-Bretagne, c'est le rôle du conservateur qui est beaucoup moins important qu'en France, beaucoup moins prédominant. Le conservateur, il est avant tout là pour conserver les œuvres et il n'est pas obligatoirement commissaire d'exposition. Il doit travailler très étroitement avec les services de médiation. Il a un rôle beaucoup moins prédominant en fait qu'en France. Donc ça m'a déjà beaucoup marqué. Ensuite, un autre point, c'est tout ce qui était la politique de gratuité. Donc là-bas, la plupart des musées sont gratuits pour tous. Donc ça crée vraiment une ouverture envers le public. Puisque donc gratuité, donc pas contrôle des billets, il n'y a pas de plan Vigipirate en place, donc pas de contrôle d'entrée. Et même pendant la période du Covid, il n'y avait pas de contrôle de passe, donc en fait vous rentrez dans un musée comme vous voulez, vous pouvez passer devant, enfin c'est pas... Du coup le public a une relation beaucoup plus spontanée avec les musées. En France, on a tous souvent tendance, quand on fait une visite, à la préparer un peu en avance, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. Là-bas ça se fait complètement, et aussi ça permet d'avoir un public beaucoup plus familial, etc. Mais donc tout ça vient aussi du fait des sources de financement qui sont très différentes qu'en France. Il y a une implication beaucoup moins de l'État là-bas. On part plutôt sur les systèmes des trustees. Aussi, ce qui m'a impressionné, c'est la médiation qui est beaucoup plus développée. Il y a par exemple à Édimbourg, il y a un musée de la chirurgie et des pathologies. Donc autant vous dire que la moitié des collections, c'est des bocaux de formol avec des restes humains dedans. Donc c'est compliqué de faire de la médiation autour. Et ils y arrivent, il y a des activités, par exemple, il y a une des activités, c'est il y a un robot chirurgien, en fait, et on peut l'utiliser pour dessiner. Tout bête, mais bon, voilà, c'est des choses qui sont assez inventives et qui permettent justement de mettre en valeur ce musée, alors que c'est des choses qui peuvent être assez compliquées à aborder. Aussi, une autre chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'en cours, etc., en France, on parle beaucoup de la notion de tiers-lieu qu'on veut mettre dans le musée, justement, faire en sorte que les musées deviennent un peu plus des pôles sociaux dans une communauté. Et là-bas, en fait, c'est déjà le cas. La plupart des musées, il y a des cafés, il y a des amphithéâtres pour faire différentes activités, il y a des services de médiation pour les jeunes. On parlait à la conférence précédente du musée de Chartres, le musée de Storling, par exemple, qui est une ville de la même taille que Chartres. Il y a un café qui est plein en permanence, justement, il y a un service de médiation pour les enfants qui tournent, alors que les collections du musée de Storling sont beaucoup plus modestes que celles de Chartres, clairement. Mais Chartres, en effet, il y a très peu de visiteurs et les gens viennent pour les collections, alors que là-bas, en fait, les gens viennent au café avant d'aller au musée, en fait, éventuellement se disent « je vais aller voir une exposition après avoir pris mon café ». Et c'est pas l'inverse comme on peut voir plutôt en France. Par exemple, au Louvre, en effet, il y a des cafés, mais les gens vont plutôt aller au café parce qu'ils sont au musée, pas l'inverse. Donc voilà. Et le dernier point aussi, justement, c'est ce qu'on avait abordé avec Pauline McGregor, c'est cette notion de musée-acteur. Alors là, c'était pas en Écosse, c'était au Canada, au musée McCord. L'an dernier, il y avait une exposition sur les populations autochtones du Canada, donc qui revenait justement sur le passé un peu douloureux de ces populations vis-à-vis des Canadiens, etc. Et en fait, le musée, à la fin, distribuait des cartons avec une liste d'actions à faire pour aider les communautés autochtones. Et pour moi, justement, là, on touchait vraiment à ce côté du musée acteur qui conseille, participe vraiment et dit il faut faire telle action pour aider ces communautés. Et je pense que c'est quelque chose en France qu'on ne voit pas actuellement, qui serait très difficile à observer. Donc voilà, mais c'était extrêmement intéressant justement de voir ces différences entre musées anglo-saxons et musées français, qui viennent aussi d'un contexte historique différent, mais aussi d'habitudes quotidiennes qui diffèrent. Donc voilà. Très bien, merci. Allez-y. Merci. Oui, si je peux me permettre de continuer sur les différents points que tu as abordés. Donc oui, il parle du musée comme un acteur transformateur social et politique. Et donc dans sa définition, il ne le définit pas autour de ses collections, mais plus comme en tant qu'acteur. Et il propose justement de favoriser une sorte de co-commissariat. Il nous parle de faire des co-commissariats avec des commissaires qui viennent du public. Et comme étant peut-être une des solutions, une manière de rendre le public acteur, et en même temps de pouvoir justement coécrire et créer des récits ensemble. Quand on parle de l'objet, on a mentionné de l'objet, il a aussi parlé on a plutôt en Europe une culture de l'objet, alors dans d'autres communautés il y a plus cette culture immatérielle. Et c'est un des axes dont ils ont en créant le Humboldt Forum, un des axes de réflexion qu'ils nous ont mis, c'est de peut-être, pourquoi pas, proposer des objets en face
de récits, de chants, de musique, et de faire 50-50 entre culture matérielle et immatérielle. Mais ça pose la question aussi du public occidental qui a été plus formé à voir et moins à entendre. Et ça pose aussi la question de la langue, quelle langue proposer et comment pouvoir s'approprier ce genre d'autres types d'objets, de médiation. Alors, vous parlez du co-commissariat, justement, une question intéressante qui nous a un peu marqué, c'est qu'il parlait aussi de la légitimité du conservateur. La légitimité du conservateur, notamment par rapport aux musées de communauté aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur une approche qui est très différente, là encore une fois, surtout avec la spécificité française du concours au conservateur, qui est, si je ne dis pas de bêtises, je pense, unique au monde. Et là, c'est vrai qu'il y avait cette question de la légitimité. Qui peut porter la parole, le récit, surtout sur des histoires parfois douloureuses, sur un passé colonial, notamment avec le musée des Indiens américains, effectivement. Oui, alors, donc en 2002 ou 2004, à Washington, il y a le musée national des Indiens d'Amérique a ouvert et il a dit mais est-ce que on peut avoir que des conservateurs occidentaux où il faut justement pour pouvoir être légitime avoir un Indien d'Amérique, mais c'est le même cas en Australie où là le musée national d'Australie où ils ont décidé d'avoir plusieurs récits au sein d'un même musée, et donc d'aborder l'histoire européenne et l'histoire des aborigènes. Donc c'est une question qu'il a repris dans plusieurs types de musées qu'il a présentés. Et qui implique aussi, je pense, la question de l'expertise, parce que on a une conception peut-être très occidentale de l'expertise qui s'acquiert aussi par les études et par l'érudition, alors que dans ces conceptions, peut-être, de ce que j'ai pu voir en Australie, l'aspect culturel, la question de l'expertise doit venir d'une expérience intime, personnelle avec une culture. Et je pense que je trouve que ça pose quand même des questions fondamentales. On propose dans ces musées des nouvelles voix avec un E, mais quelle voix avec un X qu'on les porter. Ce qu'on peut voir par exemple aux États-Unis, au Canada, en Australie, où justement, je crois que la différence aussi, c'est qu'il y a des peuples autochtones là qui du coup peuvent s'exprimer. La question, elle est peut-être plus complexe en France. Ça pose la question de à qui on donne la parole pour porter ces nouvelles discussions. Un directeur du musée m'avait, en échange avec lui, m'avait dit quelque chose qui m'avait un peu frappé et j'avais pas pensé sur cet angle-là. Mais en France, il y a le concours de conservateurs, mais qui arrive finalement en fin de course de tout un système d'éducation qui permet peut-être pas l'accès à ces études-là pour des nouvelles, pour d'autres, une plus grande diversité socio-économique. Et dans les Oceans, justement, Neil MacGregor parlait du fait que souvent, par exemple, si on parle ce qu'il appelle les nouveaux européens, des personnes issues de l'immigration, en général, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup au Royaume-Uni qui viennent du sous-continent indien, ils vont faire des études. Quand ils font des études, c'est des études plutôt techniques, médecine, sciences. Et donc, finalement, les personnes ou les classes sociales qui vont vers des études plutôt d'histoire de l'art ou des métiers de conservateurs, finalement, n'est pas représentatif de la population. Donc en France, où il y a cette question du concours, ça crée de fait en quelque sorte un blocage qui fait qu'il y a une absence de ces voies-là plus tard. Donc c'est intéressant d'échanger avec lui aussi pour voir ce que d'autres regards pouvaient apporter. Ce que vous dites, c'est vrai, mais il y a une évolution. Il faut quand même se connaître. Vous voyez, par exemple, à l'école du Louvre, il y a 30% de boursiers sur critères sociaux et il y a une classe préparatoire intégrée pour préparer le concours de l'INP, qui est une classe préparatoire qui, depuis une quinzaine d'années, est subventionnée par une fondation pour l'égalité des chances. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que de cette classe préparatoire intégrée, il y a une douzaine d'élèves chaque année. Il y a régulièrement des personnes qui entrent à l'INP. Donc vous avez raison sur le constat général. C'est incontestable que l'histoire de l'art n'est pas encore suffisamment une voie possible et les métiers des musées ne sont pas suffisamment assez promus dans l'ensemble des jeunes, quel que soit le milieu d'où ils viennent. Néanmoins, vous voyez,
valoriser cette diversité. Vous voyez? Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est un peu la même chose qu'on peut voir à Sciences Po, qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour avoir pour diversifier. Il y a des efforts qui sont faits, mais je pense que quand même le temps peut-être est plus long pour avoir ces changements, dans le sens où, alors que dans les pays, par exemple, on peut prendre un universitaire qui est expert en questions postcoloniales, par exemple, et puis participer à une exposition. Donc, c'est pas seulement la question de la diversité dans les métiers de conservateur, mais aussi dans les expertises qui sont prises en compte. Et peut-être rajouter une chose, il a une vision aussi très anglo-saxonne qu'on n'a pas en France et à laquelle on a du mal à mon sens, c'est qu'il ne parlait pas tellement de diversité sociale que de diversité communautaire, je pense. Et communautaire visible. Voilà, comme on disait, il y a le musée des Indiens américains, il y a le musée des Afro-américains, ce qu'on n'aurait pas en France. De toute façon, ça serait quelque chose, on en a débattu aussi largement en disant on ne mettrait pas un musée des anciennes, de l'immigration. Enfin, il y a la cité de l'immigration, mais il n'y a pas un musée des immigrés. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment deux vraiment visions qui se sont confrontées là-dessus. Quand il parlait du concours aussi, c'est que lui, de son point de vue plus anglo-saxon, il disait que c'est un système qui est très particulier et qui est unique à la France aussi. Donc c'est de ce regard-là où le concours n'existe pas dans d'autres pays, où c'est plutôt on passe par la thèse et le doctorat. Et donc lui-même il disait qu'il aurait aimé justement passer ce concours, mais qu'il ne parlait pas le français ou il n'était pas français. Donc il y a eu aussi cette limite pour lui en France. Donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'il a... C'est vrai, ça c'est une rareté française. Et puis cette question de légitimité, on s'est dit aussi à travers cette obligation de passer les concours, tout ça, on en parlait entre nous, c'est aussi que la légitimité qui en ressort et la parole qui en ressort, même avec tous les efforts qu'on peut faire pour avoir plus de diversité dans ses parcours académiques, on retient quand même un parcours académique qui a ses propres biais et ce qui essaie d'être fait en enseignant de nouvelles voies en ce moment dans les milieux anglo-saxons, tout ça, c'est d'avoir des points de vue qui sont totalement différents, qui ne sont pas ceux qu'on va nous engrainer et qui sont finalement le résultat de biais historiques et académiques. Donc c'est plutôt trouver une sorte de mélange entre ces deux approches, je pense. On va poursuivre sur deux dernières réflexions, mais notamment qui est en lien ce que vous disiez aussi sur le fait qu'il enjoint finalement le musée à raconter des histoires, ce que vous disiez un peu sur la question de la parole, de la voix E et de la voix X. Est-ce que vous pouvez un peu développer là-dessus? En fait, une des réflexions que j'ai poursuivies après en lisant le livre, c'était, en discutant aussi avec les autres camarades, c'était la question de qu'est-ce que ça veut dire ces nouvelles narrations. C'est parce qu'un des fils conducteurs des conférences aussi, c'était on a besoin de se raconter des histoires pour vivre toute cette histoire d'histoire, de narration, de récit. Et avec quelques exemples qu'il a donnés avec le Museum of the American Indian et of the African American, c'est qu'on voit des nouvelles histoires sont proposées, mais est-ce qu'on les annexe simplement ou est-ce que ça transforme le récit national? Et je trouve que c'est un équilibre qu'il explore tout au long de son livre avec les différents exemples, mais c'est quelque chose qui doit, à mon avis, ouvrir la réflexion dans le sens où les nouveaux récits qu'on propose ont un potentiel transformateur du récit global, du récit national. Ce ne sont pas juste des histoires annexes, on a le récit national et puis à côté on va raconter l'histoire de femmes, on va raconter l'histoire de telle communauté, etc. Ça a peu de sens parce que raconter les histoires de telle immigration, telle communauté, tout ça, ça remet en cause le récit national proposé traditionnellement. Voilà, c'est un peu une question. Oui, finalement, ils demandent est-ce qu'il faut un musée pour chaque histoire ou essayer peut-être de créer un monument, un ensemble qui permettrait de raconter ces récits, ou en tout cas un récit pluriel, réconciliateur, réparateur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots d'audience, mais peut-être ça dépend de l'audience. Donc là, vous êtes présenté en tant que responsable handicap, par exemple. Donc on pourrait imaginer, au lieu d'avoir un musée dédié à l'histoire des handicaps, que dans le parcours d'utilisateur dans un musée, on observe ce qui est mis en place pour les handicapés et explique un peu les raisons. Donc ça, niveau transformation sociale, tout de suite c'est immédiat, c'est accessible pour tout public dans l'endroit où tout le monde va.
Mais peut-être c'est pas aussi facile de faire pour d'autres communautés. Je sais pas. C'est à réfléchir. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui nous a marqué, parce qu'on a vu une vision finalement d'un récit national tel qu'il était présenté en disant bon, ben, il y a telle communauté, il y a les femmes, il y a les personnes en situation de handicap, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a marqué, en tout cas du point de vue français, ça c'est évident. Mais après, l'argument qu'on peut, je pense, qui était en filigrane aussi, c'était une manière aussi d'un peu de réparer aussi les biais, les erreurs du passé, et réparer ce récit national finalement en mettant en avant justement ces communautés ou cette partie de la population en l'intégrant spécifiquement dans un récit national. Enfin là, comme vous disiez, vous parliez pour ce qui est des gens en situation de handicap, c'est l'actualité, vous avez les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Il y a toujours le débat à chaque fois, mais pourquoi finalement on fait les Jeux Paralympiques à côté, pas en même temps que les Jeux Olympiques? C'est pour dire, oui, effectivement, on pourrait produire ça au même pied d'égalité, mais en même temps les mettre dans les Jeux Olympiques, c'est noyer aussi. Alors que si on les fait à côté, c'est mettre en avant et les mettre beaucoup plus sur le devant de la scène. Donc c'est un peu, je pense, un débat du même ordre. On a beaucoup parlé de nouveaux musées, mais il a aussi parlé des musées déjà existants et comment réorganiser ces musées existants. Et là, je pense au musée Carnavalet qui a rouvert, le musée Cluny, où là, ils ont voulu justement tout réadapter pour que ce soit accessible par tout le monde et tous les espaces soient inclusifs. Donc il y a quand même cette démarche. Non ? C'est quand même une obligation. Oui. C'est pas une évolution de musée, c'est une obligation de sécurité que les ministères imposent au musée. Donc c'est normal à la rigueur. Moi j'avais une question. Allez-y, de toute façon on peut aborder les questions. J'avais une question parce que vous parlez énormément de l'offre. Moi je me pose la question de savoir quelles sont les attentes des visiteurs après pandémie, puisque les choses ont relativement beaucoup évolué. La physionomie aussi des visiteurs. Donc maintenant, quelles sont, parce qu'on va leur offrir un programme, mais quelles sont leurs attentes et comment les concerner, comment les attirer? Parce que j'ai pas l'impression que ça a été élaboré dans son livre. C'est pas vraiment abordé, mais je pense qu'il en a. C'est en filigrane, parce que ça revient avec le rôle du musée acteur. Je pense qu'aujourd'hui les gens veulent être plus participer aux expéditions, au musée, enfin veulent vraiment être acteurs et que le musée leur offre cette possibilité-là, ce qui est peut-être d'autant plus avec le Covid, mais c'est en filigrane dans son livre, je dirais, sans être abordé directement. Qu'est-ce qu'on veut dire par acteur? C'est ça que j'ai En fait, dans un entretien que j'ai pris, il disait, c'était marrant, il disait que d'avoir aussi peut-être, il avait parlé d'humilité des attentes, et il avait donné l'exemple du cricket, le sport, que lui ne l'intéresse pas du tout, mais qu'il a quand même envie que le sport soit là, parce que c'est un peu un sport national aussi. Et avec en parlant spécifiquement du Covid, il donnait l'exemple en disant qu'en fait ça a montré qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de pratique muséale, ou peut-être n'en auraient jamais dans leur vie, mais qu'ils avaient envie que le musée soit là, et que le fait que les musées ferment, même pour les personnes qui n'allaient pas au musée, avait été ressenti un peu comme douloureuse. Ça, c'est une première remarque sur sa réflexion sur la question des publics. Et j'ai oublié mon deuxième point. Non, mais je pense que ce que tu disais aussi, c'est vrai, c'est qu'on voit de plus en plus, et surtout dans les musées anglo-saxons, des pratiques muséales qui sont un peu plus participatives, voire un petit peu, en France, je pense qu'il y a pas mal de critiques là-dessus, sur une sorte de ludification du musée qui peut avoir lieu, et c'est peut-être une sorte de transformation de l'expérience du musée qui est en train d'avoir lieu et qui participe aux nouvelles attentes, en termes d'exposition participative, soit des nouvelles technologies, soit, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais je pense que c'est quelque chose qui va transformer l'expérience du musée là, et donc il peut servir aussi pour raconter de nouvelles histoires. Et je pense que l'attente vient aussi un peu du public d'aborder des choses de manière nouvelle. J'ai échangé avec un directeur du musée et l'équipe conservateur, et il disait que c'était un musée qui proposait du coup des parcours sur des artistes femmes. Et qu'en fait les publics étaient très demandeurs, et même dans les visites traditionnelles, juste les chefs-d'œuvre, les visites guidées des chefs-d'œuvre de la collection, ils avaient remarqué que dans les dernières années, de plus en plus, le public posait des questions sur justement les artistes femmes ou la représentation des personnes racisées, et essayer de chercher plus loin et demander aussi des questions sur ces thèmes-là.
parce que je crois que c'est une question un peu de société, donc ça influe. Moi, je le vois aussi dans l'expérience en spectacle vivant, il y a beaucoup de jeunes qui posent des questions sur la représentation, notamment des personnes racisées ou des femmes ou d'autres populations. Je vais peut-être intervenir comme. Alors, je suis peut-être un petit peu ringard, je ne sais pas. Je suis plutôt amateur de musées. Enfin, il y a des musées qui existent actuellement en France. Il y a une parole de pratique à l'étranger. Pour être, d'abord, on a l'impression d'être en tout cas, vous souhaiteriez absolument importer toutes ces pratiques communautaristes en France. Vous oubliez beaucoup de parler des objets. Là, je sais pas, on parle très peu des objets. On a actuellement des musées en France. On peut créer de nouveaux musées. S'il n'y a pas d'objets, ce ne sera pas des musées. Ce sera des centres d'interprétation, ce sera ce qu'on veut. Il y a des musées qui existent. Il me semble que pour un musée, il faut faire venir les publics, évidemment. Pour faire venir les publics, il faut les accueillir le mieux possible, il faut les instruire le mieux possible, il faut écouter les œuvres le mieux possible. On parlait du musée de Chartres, qui est une catastrophe absolue avec un maire qui se fiche complètement de son musée. Et je ne suis pas sûr que ce soit accessible à qui que ce soit, d'ailleurs, c'était vraiment en zone qualité probablement. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez en fait là. On parle de communauté, etc. On ne parle pas de musée, vous ne parlez pas d'œuvre. Donc je ne sais pas très bien. Je n'ai pas lu, je vous j'ai pas lu le livre de même MacGregor, il reste tellement. Mais je n'arrive pas à comprendre bien l'objectif des bases. Donc, vous souhaitez quoi pour les musées français en fait? C'est ça qui m'intéresse. Vous êtes tous très jeunes. Vous souhaitez quoi pour les musées français? Vous souhaitez quoi pour le Louvre? Vous souhaitez quoi pour Calamalais? Vous souhaitez quoi? Parler des experts, bah oui, c'est vrai que pour conserver des objets, il faut un peu d'expertise. Alors je ne dis pas que le concours c'est la meilleure solution. D'ailleurs en France, heureusement, il y a des gens qui peuvent devenir sans le concours. Peut-être que le concours est une mauvaise solution. En tout cas, vous parlez des pays anglo-saxons, les pays anglo-saxons, c'est comme dans une entreprise privée en France, on commence petit, et puis si on est bon, on progresse, etc. C'est pas les experts qui arrivent à la tête des musées, c'est pas des gens qui n'ont pas d'expertise, mais qui sont qui auraient d'autres qualités qui ne sont pas celles de l'expertise, parce que pour conserver des œuvres, il faut une expertise. Pour les présenter, il faut une expertise. Pour les expliquer, il faut une expertise. J'arrive pas bien à comprendre tout ce débat, mais bon, je suis certainement trop vieux pour ça. Alors déjà, je pense qu'il faut pas, on ne pense pas qu'il faut partir du principe qu'on peut importer des pratiques qui sont ailleurs, parce que ça ne marcherait pas, tout simplement, c'est pas du tout, justement, il n'y a pas le même état d'esprit entre le monde anglo-saxon et le monde français. Ça ne marcherait pas, on ne peut pas importer, éventuellement on peut s'en inspirer, les adapter, mais on ne peut pas les importer telles quelles, ça ne marcherait pas du tout, ça on est d'accord. Ensuite, c'est pas tellement le fait de refuser une expertise, c'est reconnaître que les objets justement ils ont une histoire, ils ont un passé, ils sont liés à certaines communautés, et que un conservateur, certes il va être qualifié scientifiquement, mais il va peut-être pas être qualifié, comment dire, pour être le meilleur ambassadeur de ces objets pour représenter leur histoire, justement, ce qu'ils ont vécu. Donc je pense en fait personnellement qu'il faut un peu des deux. Bon, évidemment, il ne faut pas enlever toute cette notion d'expertise scientifique, etc. Mais il y a des objets donc, qui ont une histoire, on ne peut pas l'oublier non plus. Enfin, mais justement, encore une fois, on ne peut pas en effet importer tel quel ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, ça ne marcherait absolument pas. Mais de la même façon qu'on a parlé de la politique de gratuité, la gratuité là-bas, ça paraît normal dans les musées. On sait, il y avait eu en France, c'était l'étude de Dominique Bourgeon-Reynaud qui parlait de la gratuité, justement, on disait qu'en France, ça ne marchait pas parce que les gens ne s'attendent pas à un service de qualité sans payer. Donc, par exemple, tout simplement, là, ce qui paraît normal en Angleterre, ici, ça l'est absolument pas. Donc, je pense qu'il faut adapter, mais voilà, s'inspirer, mais sans prendre tel quel, c'est sûr et certain. Mais juste pour rebondir sur la question de l'expertise rapidement, c'est ce que j'essaie d'évoquer avant, c'est de quelle expertise parle-t-on? Parce qu'on peut avoir une expertise pour conserver, des expertises scientifiques, et puis il y a des expertises culturelles aussi. Et moi-même, j'avais travaillé sur la manière d'exposer les femmes artistes dans les collections du musée des Beaux-Arts. Et ce que je trouvais frappant, c'est que certains musées ont fait des expertises sur leur collection pour s'intéresser aux femmes artistes sur leur collection. Ce qui est étonnant, c'est que quand ils font cette expertise-là, ils découvrent un nombre incroyable d'œuvres dans les réserves qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Donc en termes d'expertise des conservateurs, ça interroge aussi. Donc il faut aussi, il me semble que ces métiers-là, avec toute l'expertise qu'ils ont, aussi beaucoup de choses à apprendre de personnes universitaires. Par exemple, je crois qu'on peut être d'accord que les universitaires ont des expertises sur plein d'autres domaines et qu'ils peuvent apporter un regard intéressant et neuf sur des collections. Excusez-moi, mais je ne pense pas qu'une œuvre change d'état parce qu'elle a été peinte par une femme. Moi, je suis collectionneur, j'achète des œuvres de femmes, je
je m'aperçois après, je me dis, elles sont belles, elles sont intéressantes, elles font partie de l'histoire de l'art, et je pense qu'on doit traiter les œuvres de femmes, les œuvres de femmes, comme celles d'hommes, c'est pareil, enfin, ça fait partie de l'histoire, il faut les montrer, bien entendu, mais il faut reconnaître aussi que ça, c'est un constat, c'est pas, je m'en fais absolument pas, mais dans le 17e, le 18e, plus le 18e, le 17e, le 18e, le 19e, de plus en plus les femmes ont eu, il y a eu des femmes artistes, mais il y en avait moins à l'époque, donc, et c'est cette question, c'est loin, des femmes artistes, c'est la tarte à la crème, on en parlait encore hier au Conseil de Paris, il y a des... je vois pas pourquoi traiter des œuvres de femmes artistes différemment. Il faut les montrer, bien entendu, si elles sont dignes d'être montrées, comme celles des hommes qui sont moches, on ne les montre pas. Je n'arrive pas à comprendre cette distinction sexuée des œuvres d'art, excusez-moi. Parce que par le passé, elle a existé, donc c'est pas la question de regard. Je suis d'accord avec vous, il ne faudrait pas les traiter différemment. Mais juste récemment, tous les œuvres de la femme d'Edward Hopper, aux États-Unis, quand on redécouvre dans des réserves des grandes artistes femmes qui ont été laissées là, ça montre bien que par le passé, elles ont été traitées différemment. On pourrait discuter sur le point là-dessus. Il y a beaucoup d'œuvres d'artistes femmes très intéressantes qui aussi ne sont pas montrées parce que simplement, on a toujours les phares de la peinture et on ne s'appelle pas des artistes un peu moins connus. Et donc, on voit tous les découvrir, femmes ou hommes. Mais enfin, on se voit. Là, on se voit. Il n'y a pas de niveau de discrimination qui ont été accumulés au cours des siècles. Mais il y avait des discriminations pour les femmes, évidemment, parce que tu ne pouvais pas être artiste, c'est très compliqué pour les c'est pas juste une discrimination de point de vue de si elles avaient accès à l'enseignement et aux ressources pour pouvoir créer, aussi la discrimination de est-ce qu'on les exposait, la discrimination de est-ce qu'on les conserve, quand on choisit quelles œuvres conserver, est-ce qu'on choisit de conserver l'œuvre d'un homme. Je suis pas sûr que les conservateurs actuels choisissent de ne pas conserver les œuvres des femmes. Oui, mais par le passé, ça s'est fait. Bien sûr, on n'est pas gentil, on est toujours vu. Comme il présente très bien, quand des nouvelles expertises sont faites dans des musées, ils découvrent des œuvres de femmes qui pourtant ne sont pas moches et qui ne sont pas exposées et qui méritent d'être exposées. Alors on va peut-être retourner, on va laisser la parole à Madame Chéline s'exprimer. Je vais prendre le rôle de chef de salle et un peu Madame Chéline. Je crois que votre position elle témoigne d'une vision très fixiste en fait. Une vision très fixiste, c'est-à-dire comme si on pouvait apprendre à regarder les œuvres aujourd'hui, voir les œuvres aujourd'hui comme on les voyait. On a l'impression que chez vous, le conservateur est quelqu'un qui doit perpétuer le même regard qui existait avant. Or, on sait bien, le regard change. À chaque génération, le regard sur les œuvres change. Et on découvre effectivement des pans qu'on s'aperçoit qu'on avait oubliés. À chaque fois qu'il y a eu une exposition sur le Bauhaus, qu'est-ce qu'on a vu? Des grands artistes hommes. Moi, j'en ai découvert, pourtant je connais bien ce mouvement. J'en ai découvert à la grande expo sur les femmes abstraites, l'abstraction, les femmes. J'ai découvert plein de gens, plein d'œuvres. Donc ça montre bien que notre regard est en train de changer et que ça modifie même le périmètre des œuvres que l'on regarde. Il faudrait trouver les artistes oubliés, y compris les artistes de femmes. Et bien entendu, je n'ai pas découvert, alors c'est bien sûr pour les fausses artistes. Et je pense que le public s'attend aujourd'hui à ce que nous traitions un certain nombre de sujets et si nous n'en parlons pas, il trouvera et ça ne passe pas rien. Et c'est ce dont parle Neil MacGregor finalement, c'est justement ce besoin de se réinventer, de proposer d'autres parcours, d'autres histoires. Et donc non, il n'y a pas vraiment parlé des objets, des collections, mais plus de ces monuments, de ce qu'ils représentent, de ces statues qui aujourd'hui ne sont plus, donc ce n'est pas pour supprimer le passé ou détruire ce qui a été fait, mais juste le présenter autrement et qu'il soit plus inclusif. Madame. Je voudrais revenir sur le point que vous aviez évoqué sur la position prépondérante des conservateurs dans les institutions culturelles françaises, ce qui ne se passe pas dans les institutions anglo-saxonnes. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau des ministères des musées français, ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un faux débat et c'est quelque chose qui n'évoluera jamais? Parce qu'effectivement, je suis d'accord qu'il y a quand même une main très forte posée sur les collections, sur les grands musées, Louvre ou même ici. Je pense qu'il a parlé de l'importance de la médiation et j'ai l'impression qu'il y a dans les musées, les départements de médiation qui sont centrés sur les publics sont de plus en plus grands et ils ont de plus de budget. Après, je suis encore élève, donc je n'ai pas ce regard sur le ministère et ce qu'il a pour projet. Je ne sais pas si vous avez plus de réponses, d'éléments de réponse. Non, je pense que c'est en train de
personnellement, je sais que dans les monuments historiques, par exemple, les conservateurs sont beaucoup plus un ensemble d'un tout. Ils discutent avec les architectes, les maîtres d'ouvrage, et c'est beaucoup plus une part d'un ensemble. Mais dans les musées, je pense que ça commence progressivement. Enfin, on voit bien de toute façon que les services de médiation prennent de plus en plus d'importance, alors qu'avant, ils étaient pour la plupart, pour pas dire inexistants. Il y a aussi, justement, il y a beaucoup d'expérimentation. Il y a le centre Pompidou qu'on a beaucoup fait, essayer d'intégrer des publics dans un processus de création d'une exposition. Il y a des choses plus simples comme les expositions écoles aussi qu'on a vu comme à Chartres. Ça aussi, c'est aussi faire rentrer des acteurs qui ne sont pas encore totalement des professionnels, mais participer à ce genre d'action. Dans la discussion, on parlait aussi, par exemple, du musée d'art moderne de Paris, qui a, dans le cadre de son exposition sur les choses qui étaient dédiées à la céramique, c'est la première fois qu'un musée d'art a intégré une sorte de collecte. Là, donc les visiteurs pouvaient participer en proposant des objets qui venaient de chez eux. Et donc, au fur et à mesure de l'exposition, il y avait de plus en plus. Donc, il y a cette vitrine qui était dédiée. Et donc, on a pu voir donc la vitrine s'enrichir d'objets qui venaient de chez les uns et les autres. Donc voilà. Une dernière question ici, oui. Si je peux me permettre, je voudrais revenir à la fois sur ce que j'ai entendu à l'instant et puis Brest. Moi, je suis enseignante, donc c'est aussi un maillon nécessaire. On parlait de médiation, on peut parler de mission de service public dans les musées qui effectivement visent à l'accueil de tous les types de publics. Et puis, à la façon dont nous, on est médiateurs, c'est-à-dire qu'on est aussi des passeurs. Et on n'est pas conservateur, on n'est pas médiateur, pourtant lorsqu'on emmène les jeunes publics, parce que je crois que c'est la question aussi, c'est comment faire évoluer le regard du public. Et si on parle d'attente des publics, il faut bien que ces publics justement puissent avoir à un moment donné un accès qui transforme aussi l'image qu'on a du musée. Si on arrive, nous Français, bien que restant dans le système français, à faire considérer à nos jeunes que le musée c'est leur maison, je crois que ça c'est aussi important, mais que dans ce cas, si le musée c'est leur maison, ils y ont un droit de parole. Et arriver à faire une visite guidée, entre guillemets, qui serait uniquement pyramidale, avec un savoir transmis, il y a une autorité finalement magistrale, ou au contraire avoir la possibilité d'asseoir un groupe et de co-construire un commentaire sur une œuvre, à laisser les paroles s'exprimer, à laisser le débat et la réflexion s'organiser. Je pense que là, on obtient une évolution dans la réflexion et dans la capacité de chacun à s'emparer du musée, et à ne pas concevoir non plus le musée comme quelque chose qui écrase, mais quelque chose qui est libre d'accès, c'est-à-dire ne pas aller pas de course pour voir tout, mais peut-être centré sur des œuvres qu'on peut s'approprier et ensuite considérer effectivement comme faisant partie de, choisissant des musées personnels, des musées intimes, on a pu dire l'époque de Malraux et autres. Après là, on a une véritable appropriation et un véritable regard qui, étant un regard, une parole écoutée, donne cette légitimité justement à toutes les paroles, et ça c'est une question d'éducation, et c'est aussi ce qu'on est en train de faire, c'est ce que les musées de plus en plus nous permettent de faire avec le droit de parole, et pas l'imposition effectivement d'un discours qui serait un discours autoritaire, qui malgré cette légitimité du musée, mais qui laisse à chacun la possibilité d'aborder et d'exprimer. Et ça demande de la lenteur, de la progressivité et de la fréquentation régulière, et je pense que c'est aussi une manière d'amener de nouveaux publics sur les musées.